Bonjour et bienvenue sur le plateau des Jours Heureux pour un entretien autour du programme L'Avenir en commun. Alors le principe de ces entretiens est d'inviter une personnalité, donc économiste, politologue, artiste, syndicaliste, etc., à qui nous avons fait parvenir un programme L'Avenir en commun et qui a, parmi les 694 mesures réparties sur 160 pages, a choisi au préalable une mesure qui lui tient particulièrement à cœur pour venir en parler avec moi. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cet entretien Laurence Decoq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historienne, enseignante, docteur en sciences de l'éducation et auteure de nombreux ouvrages, dont le livre École publique et émancipation sociale, paru aux éditions Agone en septembre 2021, dans lequel vous revenez sur les principes fondateurs de l'école de la République et son évolution, afin de proposer un chemin pour que le service public d'éducation sorte des logiques de domination et redevienne une école de l'émancipation et de transformation sociale. Et donc, Laurence Decoq, vous avez choisi de venir parler avec moi de la page 123 du programme « Reconstruire une école globale pour l'égalité et l'émancipation ». Alors, dans ce titre, dans cette phrase, il y a le terme « reconstruire ». Quel est l'état de l'école publique française après 15 ans marqués par des politiques de destruction, mais surtout après 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron? On est à la limite des ruines. Et je le dis d'autant plus solennellement que je ne suis pas du tout quelqu'un d'alarmiste. Je ne suis pas décliniste. J'ai jamais passé mon temps à déplorer le temps d'avant, etc. D'ailleurs, c'est même pas une question de c'était mieux avant. C'est que là, on est à la limite des ruines, c'est-à-dire que l'école publique est sous respiration artificielle, limite. Alors, vous avez eu raison de dire que tout ça, ça s'inscrit sur le temps long. On peut même d'ailleurs l'étendre un petit peu au-delà des 15 dernières années, mais chaque politique éducative était quand même un petit peu encore mue par le désir de sauvegarder une école publique. Là, depuis 5 ans, la grande nouveauté avec ce gouvernement de Jean-Michel Blanquer et plus globalement avec le gouvernement Macron, c'est une absence complète du souci de l'école publique, qui est tout à fait conforme à leur politique globale de néolibéralisation tous azimuts, décomplexée, et l'école publique en fait évidemment partie. Alors souvent, quand j'en parle aux gens, j'utilise une image, je dis voilà, on a un tapis rouge néolibéral qui a été déroulé pendant de très très nombreuses années, et puis on a un ministre sur un rouleau compresseur, pied au plancher, et qui avance sans se préoccuper de ce qu'il est en train d'écraser. C'est ça l'état actuel de l'école publique. Alors justement, là, ils sont donc en campagne électorale, ils sont en train de faire un petit peu leur service après-vente et le bilan de leurs actions. Et avec le dédoublement dans les classes, notamment de grandes sections CP et CE1 situées dans les réseaux d'éducation prioritaire, qui sont passés de 24 à 12 élèves, Jean-Michel Blanquer se donne l'image d'un ministre qui s'attaque aux inégalités sociales. Est-ce le cas ? Alors, est-ce que vous avez déjà vu un ministre de l'Éducation prendre ses fonctions et dire « Écoutez, moi, les inégalités sociales, je trouve ça vraiment très, très bien ». Donc, quand un ministre commence son mandat par affirmer qu'il va lutter contre les inégalités sociales, c'est un petit peu aussi évident que de dire « je vais me nourrir correctement pour pouvoir survivre et boire de l'eau ». Enfin, je veux dire, ça n'a en fait strictement aucun sens. C'est devenu un poncif et ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas évidemment concrètement la réalité de sa boussole, la réalité de ce qui le fait agir. Alors bien entendu, dans le bilan, ce qui est mis en avant, il n'y a pas grand-chose qui est mis en avant, mais en effet, il y a toujours cette idée des CP dédoublés. Alors, il faut être très clair là-dessus. Le fait de réduire les effectifs en éducation prioritaire n'est pas une mauvaise idée. Et il y a des enseignants qui ont indéniablement soufflé parce que 24 petits CP, d'ailleurs en éducation prioritaire ou pas en éducation prioritaire, c'est lourd. Maintenant, cette mesure, comment est-ce qu'elle a été faite ? D'abord, elle a été imposée de façon brutale sur une autre mesure qui venait d'être mise en place, qui s'appelait « plus de maîtres que de classes », qui consistait à une autre logique, c'était d'avoir 2 maîtres dans une même classe. Donc l'idée, c'était quand même de dédoubler d'une certaine manière, mais de garder le collectif classe, parce que le collectif classe, c'est important. Ce dispositif-là
Jean-Michel Blanquer y a mis fin sans qu'il ait été évalué. Donc on ne sait pas du tout ce que ça aurait pu donner. Deuxième problème, ça a été, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre ou l'inverse, hein, ça a été fait uniquement sur les CP, à moyens constants, donc les classes qui suivent, de toute façon, reprennent exactement la même logique. Il y a un truc qu'on sait en sciences de l'éducation, c'est qu'une réforme éducative, pour qu'on puisse l'évaluer, pour qu'on puisse dire elle est véritablement efficace, il faut absolument évaluer sa durabilité dans le temps. Parce que si on focalise uniquement sur une année, ça va être efficace. Hein, on met le paquet sur un truc. Mais après, si on jette à nouveau les enfants dans des dispositifs, dans un système qui, de toute façon, reprend exactement les choses comme ça s'est passé avant, eh bien, il va récupérer, il n'aura pas du tout le temps, en fait, d'inscrire ses progrès dans la durée. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a aujourd'hui des statistiques officielles hein, qui ont été publiées par l'ADEP, c'est le service de stats du ministère, et qui montrent que la réalité concrète hein, de la réussite des dédoublements de CP n'est pas forcément pertinente. Voilà. Donc, il faut quand même rester très nuancé par rapport à ce qui est mis en avant. Ça ne sauve absolument pas l'ensemble d'une réforme éducative qui est calamiteuse. Alors, dans votre livre, alors non, vous l'avez dit donc, jamais le démantèlement de l'école publique n'aura été aussi brutal que sous Macron, avec notamment Jean-Michel Blanquer. Et l'urgence semble se situer dans la mixité sociale dans les établissements. Comment on amène de la mixité sociale dans les établissements ? Alors, la question de la mixité sociale, pour moi, ce n'est pas forcément l'urgence. Hein. Je ne pense pas l'avoir dit comme ça, mais c'est sûr que c'est une mesure qui est absolument nécessaire. En tout cas, c'est une finalité que nous devons toutes et tous avoir en tête. Mais ça ne peut pas être simplement la mixité sociale, parce que très souvent, il y a aussi des gens qui s'abritent derrière la mixité sociale, comme si, allez, c'est bon, on met de la mixité sociale, hein, puis du coup, on n'a plus besoin de redistribuer les richesses, parce que de toute façon, on va mélanger tout le monde. C'est compliqué, la mixité sociale, hein, quand c'est imposé d'en haut, quand c'est pas accompagné d'une vraie politique éducative de redistribution, ça peut aussi être très violent pour les enfants, en réalité. Hein. Aux États-Unis, ça a été fait, hein, le busing, ça a été un échec complet. Quand on se retrouve enfant des classes populaires dans des quartiers chics, on n'a qu'une envie, en fait, c'est de rentrer en courant chez soi, quoi. Donc ça peut pas être une finalité et ça peut en tout cas pas suffire. Maintenant, évidemment, il faut déghettoiser énormément d'établissements scolaires, aussi bien dans les quartiers riches d'ailleurs que dans les quartiers pauvres. Il faut à tout prix que les enfants soient amenés à se rencontrer, quelles que soient leurs appartenances sociales, mais il faut que tout ça, évidemment, s'accompagne de politiques plus globales, on va dire de mixité à l'échelle de l'ensemble d'une société. Alors, comment faire ? L'un des outils hein, dont nous disposons, dont il est question d'ailleurs hein, dans le programme de l'avenir en commun, c'est ce qu'on appelle la carte scolaire, hein, qui a été plutôt assouplie hein, par les gouvernements précédents. Or, évidemment, cette question de carte scolaire, il faut la repenser de façon, extrêmement rigoureuse, extrêmement ferme, de telle sorte aussi à ce qu'on puisse lui appliquer des discontinuités, c'est-à-dire qu'il y ait un petit peu de tel quartier, un petit peu de tel quartier, un petit peu de tel quartier. Y mettre également les établissements privés, on en reparlera peut-être, mais à tout prix faire en sorte qu'ils n'échappent pas à la carte scolaire. Mais tout ça doit aussi s'accompagner d'un vrai travail de sensibilisation de la société entière à l'importance en fait de l'école publique, c'est-à-dire l'aspect intérêt général. Et pour le dire de manière peut-être plus simple, convaincre certains parents et certains parents qui finalement sont plutôt bien dotés, appartiennent à des catégories sociales favorisées, n'ont pas véritablement de soucis et dont les enfants statistiquement n'auront pas de soucis scolaires non plus, les convaincre que c'est très bien pour leurs enfants et pour la société dans laquelle ils ont envie de vivre, que la mixité sociale existe, que l'école publique soit priorisée dans les politiques, et donc leur redonner un petit peu ce sentiment que s'occuper des enfants des autres, quand le sien n'en a pas forcément autant besoin, eh ben c'est bien en fait, c'est une belle idée. Voilà. Et si on fait tout ce travail-là de terrain, de conscientisation, alors effectivement la mixité sociale sera davantage acceptée. Donc pour ça justement, vous avez parlé des établissements privés. Nous, on propose d'abolir les privilèges de l'enseignement privé. Alors en quoi ça consiste ? Alors, il y a une phrase, je ne sais plus exactement comment elle est dite dans le programme, mais elle est très juste, hein, et je vais la reformuler à ma façon. Hein. Pas d'argent public pour les écoles privées. Alors évidemment, le gouvernement, qui aura ce courage,
parce que ça, c'est une grosse marque d'infamie, en fait, du Parti socialiste. En 1984, le Parti socialiste a tenté une réforme de service public unifié. Il a tenté de regrouper public-privé. Alors, ce n'était pas exactement de plus financer le privé, mais c'était un petit peu cette logique-là, en fait, d'appliquer exactement les mêmes règles au public et au privé. Et il s'est retrouvé avec des millions de personnes dans la rue, de droite et d'extrême droite, et il a reculé en 84. C'est un gros traumatisme dans l'histoire du PS. Moi, je connais pas mal de personnes, vieilles aujourd'hui, qui ont dit plus jamais le PS, parce que c'est un slogan ancien, à cause de cette histoire de recul en 84. Il faut reprendre cette affaire, en fait. Il faut la reprendre avec courage. Il faut dire à un moment donné que ça n'est pas possible de continuer à financer autant les écoles privées. Vous avez sans doute remarqué que dans le discours de Jean-Michel Blanquer, qui veut lutter contre toutes les inégalités scolaires, le mot, la formule « école publique », elle n'existe quasiment jamais. C'est toujours « école ». Chez Pécresse, c'est « école ». Dans la droite, c'est « école ». Il faut vraiment faire très attention. Quand on n'accole pas régulièrement l'adjectif « public » à « école », ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Ça veut dire qu'on ne fait pas de différence entre l'école publique et privée. Et dans le cas de Jean-Michel Blanquer, c'est encore pire, parce qu'en réalité, ça a été 5 ans de cadeaux faits au privé, 5 ans de cadeaux faits à l'école privée, 5 ans également d'entrée du privé dans les écoles publiques. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on dit assez peu et qui est présent dans le programme aussi de l'Avenir en commun. Le fait qu'aujourd'hui, tous azimuts, l'école publique s'ouvre à des financements de projets par le privé, par la Fondation Orange, par la Fondation ceci, etc. Et qu'en fait, tout ça est cautionné par l'austérité. Donc on a un État qui dépense de moins en moins pour l'école publique et qui laisse les fondations un peu philanthropiques prendre le relais. Donc on a des enfants qui sont aussi habitués à être dans une logique immédiate, en fait, plutôt d'entreprise que d'école publique. Voilà. Et c'est ces deux pans-là qui marchent ensemble, qui sont très très importants. Et le troisième pan que j'ajouterais, c'est que le privé, c'est aussi le privé hors contrat. Et que là, ce n'est pas simplement une responsabilité ministérielle, c'est aussi, et j'insiste là-dessus, une responsabilité de nous toutes et tous. Quand on habite dans un quartier populaire, on ne met pas ses enfants dans une école Montessori à 1,5 SMIC par mois. Ça aussi, c'est une responsabilité qui est très très forte, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont parfois de notre famille politique, qui, à leur corps défendant, déroulent aussi le tapis rouge à la néolibéralisation de l'école. Vous êtes critique aussi dans votre livre, justement, de ces nouvelles techniques de formation, d'enseignement. Pourquoi ? Alors, en fait, la question des pédagogies alternatives, elle m'intéresse. Moi, généralement, on me taxe de pédago, voilà, donc ça m'intéresse, je peux tout à fait les défendre, il n'y a aucun problème. Mais je les défends à l'intérieur du service public, je les défends à l'intérieur de l'école publique. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les écoles privées hors contrat, certaines, je parlais de Montessori, par exemple, moi j'habite dans le 19e arrondissement, il y a des écoles Montessori qui fleurissent, mais il y a aussi ce qu'on appelle les écoles démocratiques, ce sont aussi des écoles hors contrat. Pour moi, ce sont des instruments de gentrification. Et je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas que des gens de notre famille politique, parfois même dès la maternelle, qui est vraiment le chaînon du système éducatif qui marche le mieux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller mettre son petit de 3 ans dans une école privée à 1,5 SMIC par mois, alors que l'école publique, la maternelle publique, fonctionne très bien, que c'est formidable le travail que les enseignants font dans les écoles maternelles publiques. Donc oui, je suis critique parce que ça relève vraiment de la responsabilité de notre culture politique. On peut avoir une critique de l'école publique, parce qu'elle dysfonctionne. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien, ça va mal. On peut avoir une critique de l'école publique, mais quand son enfant va bien, je ne parle pas des enfants qui vont mal et qui sont en souffrance. Ça, c'est autre chose. Quand un enfant va très très mal, le soustraire à l'école publique parce qu'elle est responsable de sa souffrance, c'est normal. Je ne vais pas dire le contraire. Mais quand son enfant va bien, en fait, il n'y a aucune raison de le soustraire à l'école publique. Si on arrive à faire prendre conscience de tout ça aux gens de notre famille politique, à la société tout entière, et à faire preuve de courage dans le cadre d'un gouvernement de gauche en disant plus d'argent public pour les écoles privées, on aura beaucoup, beaucoup avancé.
Alors, dans votre livre, vous donnez 2 pistes pour organiser l'école de l'émancipation sociale, notamment 2, la formation des enseignants et que l'école soit publique et gratuite, condition pour garantir un traitement égal des enfants. Et justement, la mesure clé dans le programme L'Avenir en commun, c'est assurer la gratuité réelle de l'éducation publique, y compris les cantines, le transport et les activités périscolaires, fournir gratuitement aux élèves les manuels scolaires, ainsi que des fournitures sans marque pour assurer une réelle égalité des conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande. Que signifie gratuité réelle ? Oui, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le système éducatif, on dit gratuite, laïque, obligatoire. C'est une espèce de trilogie logique comme ça qui vient premièrement à l'idée. Si vous lisez Le Monde diplomatique de ce mois-ci, il y a un article intéressant, parce qu'il y a tout un dossier sur la gauche, et il y a un article intéressant de Pierre Souchon qui est allé rencontrer des gens des milieux populaires et qui leur a posé plein de questions sur différents secteurs. Et il leur a posé la question sur l'école. En gros, c'est quoi votre priorité sur l'école ? Et que répondent les gens ? Ils répondent, on voudrait qu'elle soit gratuite. On voudrait qu'elle soit gratuite. On en a marre de devoir acheter des fournitures scolaires qui coûtent un prix fou, et d'ailleurs qui pourraient très bien être fournies par l'école elle-même. On en a marre de devoir payer, enfin on en a marre, on ne peut pas payer des sorties scolaires, payer tout le matos qu'on nous demande de payer, les voyages, les machins, la cantine, etc. Il faut savoir que les fonds sociaux des établissements ont été... Les fonds sociaux, c'est ceux avec quoi on finance pour les enfants, l'argent avec lequel on finance pour les enfants qui sont les plus en difficulté. Ils ont fondu comme de la glace au soleil. Il y a des établissements qui n'ont plus de fonds sociaux. Il faut quand même rappeler que dans certaines classes, dans certains quartiers, il y a des enfants qui n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a des enfants qui n'ont pas de quoi s'habiller dignement. Et il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi manger à la cantine. La gratuité, c'est la condition première, et c'est bien de l'avoir mis comme une première mesure clé parce que ça n'est plus du tout une évidence, c'est la condition première d'une école commune. Et une école commune, une école publique, elle est forcément commune. Donc, ça me semble vraiment majeur de rappeler qu'on ne doit pas faire payer aux enfants, à leur famille, une école qui s'est construite sur l'idée de la gratuité. C'est à l'État de payer. C'est à l'État, c'est aux collectivités territoriales, mais aussi à l'État, de financer de façon beaucoup plus assumée, parce que même Jean-Michel Blanquer n'arrête pas de dire c'est le premier investissement de la nation, etc. On a des courbes, on voit très bien à quel point ça a chuté ces derniers temps. Je suis désolée, c'est une responsabilité de l'État. Les enfants n'ont pas à financer leur scolarité. Et ce qu'a fait aussi d'ailleurs ce dernier gouvernement, c'est d'ouvrir, ça s'adresse uniquement aux enfants de diplomates internationaux, etc., d'ouvrir des écoles publiques privées en fait, puisque ce sont des écoles publiques destinées à une élite, qui coûtent un prix mais monstrueux, qui vont évidemment être dotées de plein d'infrastructures, du numérique, des machins, etc., et qui vont avoir une offre de formation extraordinaire, tandis que dans les quartiers populaires, dans certaines écoles, il y a des rats. Et dans les écoles dans lesquelles il y a des rats, on demande en plus aux enfants de payer leurs fournitures, etc., etc. Ça n'est plus possible en fait. En fait, c'est insupportable d'avoir aujourd'hui des enfants qui n'ont même plus les moyens d'être scolarisés. Les enfants roms, certains enfants des gens du voyage, comme certains les appellent, disparaissent de la circulation des fichiers de la scolarisation, aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens parfois d'être scolarisés parce que l'école coûte trop cher. Donc le rappeler vraiment comme une mesure clé, ça aussi c'est courageux et ça me semble prioritaire, fondamental. Alors, on veut reconstruire l'école publique pour l'égalité et l'émancipation sociale et pour cela, il faut recruter 190 000 personnels, donc enseignants, infirmières, médecins scolaires, AESH, parce qu'on pourra y revenir aussi, c'est tout le maillon qu'il faut reconstruire. Mais nous observons donc l'effondrement des candidatures au concours de l'enseignant et l'explosion des démissions. Alors, j'ai 2 questions pour cette partie. Peut-on parler de crise de vocation ? Et surtout, comment restaurer l'attractivité du métier d'enseignant? J'aime pas trop ce mot attractivité, mais comment faire ? Oui, on peut parler de crise de vocation. À la limite, vocation, c'est religieux, attractivité, c'est vrai, économique. On trouvera un autre vocabulaire, mais les gens vont nous comprendre. On peut parler de crise de vocation. Bah oui, concrètement, un jeune enseignant certifié, donc il est Bac+5, il a quand même très très sérieux bagage. Il ne peut pas se loger à Paris. Enfin, et puis même, il ne va pas pouvoir se loger à Paris pendant un certain temps, en fait. S'il est seul, célibataire, voilà. Donc, c'est dingue. Je veux dire, c'est dingue de penser à une chose pareille, quoi. Donc, les conditions de rémunération des enseignants, aujourd'hui, mais sont
honteuse, c'est lamentable, c'est franchement la honte, une des hontes, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment une des hontes du pays, quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand bien même ce serait compensé par un métier agréable, dans lequel on exerce avec voilà, une vraie joie d'y aller tous les matins, une vraie joie de rencontrer des enfants souriants, de rencontrer des familles souriantes, ce métier. voilà, un programme qu'on a tout de suite envie de prendre en main, une confiance, des hiérarchies intermédiaires, on se dit waouh, je vais avoir un coup de fil de mon inspecteur, ça va être trop sympa, on va déjeuner ensemble, etc. On peut rêver, hein. Une forme d'autogestion dans les établissements où vraiment les décisions sont prises collectivement, etc. La question du salaire se poserait moins, mais le problème c'est que la question du salaire, elle s'accompagne en plus de conditions de travail, de conditions matérielles, qui elles aussi sont totalement déshonorantes pour la profession. Je veux dire, quand on est face à une classe en lycée de 36, 37, 38 élèves, parfois on arrive dans les salles, il n'y a même pas suffisamment de tables et de chaises. On est obligé d'aller toquer chez le voisin pour aller piquer des chaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut s'occuper de 38 élèves? Ça n'est pas possible. Ça veut dire qu'on en laisse sur le carreau. Et ça fabrique de la souffrance. Ça aussi, ça fabrique de la souffrance. Et moi, je comprends que les gens disent « Non, mais en fait, moi, je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. » Les écoles dont je parlais, dans lesquelles il y a des rats qui circulent, les collèges qui sont délabrés, qui tombent en lambeaux. On a vu ça les aussi, images, on a à vu Marseille. Voilà, à Marseille, c'est effectivement incroyable. Là aussi, on a envie d'aller travailler dans un bel endroit, quand on a envie d'aller travailler un minimum, quoi. Un endroit dans lequel on se sent bien, un endroit dans lequel il y a de la convivialité. Et puis oui, effectivement, un endroit dans lequel nous, en tant qu'enseignants, on se sent digne, les élèves aussi, en tant qu'élèves, se sentent dignes, les autres personnels se sentent dignes, et qu'on ne soit pas en train de se dire « je suis en train de cautionner un truc qui détruit ». Parce que quand on est toujours en train de se dire « je suis en train de cautionner » et donc de participer à une machine qui broie, ben là aussi, effectivement, ça fabrique de la souffrance. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais quand même, on a assisté, là, ces 5 dernières années, au suicide d'une directrice d'école à Pantin, donc Christine Renon, qui signe en disant « directrice épuisée hein, », et qui demande à l'institution de ne pas salir son nom. C'est lourd, tout ça, hein. Comment est-ce qu'on peut avoir envie, franchement, d'être enseignante et enseignant? Moi, je forme des enseignantes et des enseignants à l'université. On a encore des étudiants, on en a encore qui y croient. Mais je vois bien que, alors que je fais ça depuis 15 ans, en fait, désormais, défendre le métier, ça devient compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Je suis toujours obligée de dire, bon, il faut y aller, mais oui, c'est un engagement. C'est même un engagement politique, en fait. Hein, un engagement politique qui a essayé de prendre sa petite part de responsabilité pour changer le monde, pour la transformation sociale. Mais ça ne va pas être facile, quoi. Voilà. Donc oui, il y a une crise de vocation. Et comment faire, pour remettre un petit peu d'attractivité là-dedans? En fait, j'ai déjà donné quelques pistes. Hein. Effectivement, la revalorisation des rémunérations de tous les personnels me semble absolument évidente. Il ne s'agit pas de doubler, il ne faut pas être démago, il ne faut pas raconter n'importe quoi, on ne pourra pas doubler. Mais en tout cas, il faut augmenter les enseignants. Il ne faut pas que ce soit indexé sur le mérite, comme est en train de le dire là, Emmanuel Macron. Hein. On va payer plus ceux qui en font plus. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est la libre concurrence, etc. C'est une ambiance délétère dans les établissements. C'est de la souffrance à tous les étages. Garantie. Il faut aussi remettre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des conditions matérielles qui donnent le désir de travailler, qui donnent le désir d'aller dans l'établissement, qui donnent aussi le désir d'y rester après les cours. La première chose qu'on a envie de faire après les cours, c'est de claquer la porte et de rentrer chez soi et faire le vide. Parce que c'est dur comme métier. Si on avait effectivement des conditions d'accueil, des conditions de convivialité, des moments de collectif, des établissements aussi conçus pour le collectif, c'est-à-dire avec des salles communes, des endroits où oui, on a envie de cheminer ensemble, on a envie de discuter ensemble, on a des moments prof-élève, des lieux prof-élève. Ça n'existe pas. Le seul lieu prof-élève, c'est une salle de classe. C'est fou, ça, quand même. Voilà. Donc, il y a plein de choses à repenser aussi dans l'ergonomie des établissements. Bien entendu, on en parlait tout à l'heure aussi, rétablir la chaîne médico-sociale. Ouais. Donc, une infirmière par établissement, une assistante sociale par établissement, une conseillère d'orientation par établissement, 2 ou 3 CPE parfois, on en a absolument besoin. Et
et que tous ces gens bossent ensemble. Bien sûr, les AESH, qui elles c'est souvent des femmes, mais travaillent dans des conditions vraiment, mais là aussi honteuses. Les AED, essayer de mettre un petit peu d'horizontalité dans tout ça. Ça aussi, c'est des choses qui pourront revitaliser un petit peu le métier. Et puis là, on n'a peut-être pas le temps de s'éterniser dessus aussi, mais retravailler la question des savoirs, retravailler la question des contenus d'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner? Il y a aussi beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui disent « mais moi, je n'ai pas envie d'aller enseigner parce que par rapport à ce que j'apprends à la fac, en fait, j'ai l'impression d'enseigner des trucs un peu bradés. Je suis bac+5 ou même je suis agrégée d'histoire et je me retrouve avec des petits sixièmes à faire l'Antiquité. » Ça c'est quelque chose qui ne va pas d'entendre un discours comme ça, quoi. Donc, il faut absolument réfléchir au contenu d'enseignement qui doivent laisser le temps aux enseignants de comprendre que ce n'est pas de la transmission, ce n'est pas ce que Paulo Freire a appelé la pédagogie bancaire, genre la béquée, quoi. Je transmets et puis les élèves, ils prennent comme ça, comme on gave une noix. C'est pas ça, c'est de la pédagogie, c'est de l'accompagnement éducatif, c'est de l'évaluation, de la remédiation, des choses qui sont douces, des choses qui font qu'on prenne le temps. Ça passe par les programmes. Ça aussi, c'est un énorme échec des ministères précédents et plus particulièrement de celui dans lequel on est encore. Alors, pour une dernière question, pour terminer là-dessus, on parle beaucoup d'émancipation sociale grâce à l'école publique. Comment vous définiriez émancipation? Oh, ben voilà, en 2 secondes. Vous voyez, on a un gouvernement qui définit l'émancipation comme une libre entreprise de soi. Voilà, parce qu'il va pousser la néolibéralisation jusqu'à ce qu'elle imprègne les corps et les esprits. La libre entreprise de soi. Ben, ce n'est pas ça l'émancipation, et encore moins l'émancipation sociale, en tout cas dans le vocabulaire de la gauche. L'émancipation sociale, c'est d'abord, la conscientisation qu'il existe des rapports de domination dans une société et que ces rapports de domination sont injustes. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, tenter d'abolir les rapports de domination. Ça passe aussi par les savoirs, on en parlait tout à l'heure, il y a une émancipation par les savoirs, ça c'est indéniable. Tenter d'abolir les dominations, non pas pour donner envie aux dominés d'entrer dans le camp des dominants, mais pour qu'il n'y ait plus de dominants-dominés. C'est ça l'utopie en fait éducative de l'émancipation sociale. Et c'est ça la transformation sociale à laquelle devrait participer l'école publique. Je dis bien utopie, parce qu'il faut faire vivre des utopies dans le débat public. Aujourd'hui, les seuls discours de radicalité, c'est l'extrême droite qui les fait vivre, c'est la dystopie qui vit dans les débats publics. Donc il faut réaffirmer l'utopie. Et bien dire l'abolition des dominations, la transformation sociale, une école de l'émancipation sociale, une école de la justice sociale, c'est l'utopie qu'on doit défendre, en tout cas en ce qui concerne les questions éducatives. Merci beaucoup, Laurence Decoq. En plus, on a bien terminé là-dessus, je trouve, sur une belle utopie. Merci d'être venue aux Jours Heureux pour cet entretien. Suivez les réseaux des Jours Heureux, YouTube, Facebook, Twitter. Et puis à bientôt pour un prochain entretien autour du programme L'avenir en commun. Et on me dit dans l'oreillette, n'oublie pas TikTok. Les Jours Heureux, _on. Merci beaucoup, au revoir.